Le dossier numéro 2. Donc le dossier numéro 2, c'est un patient de 31 ans qui vient en consultation adressé par son médecin traitant pour une consommation excessive d'alcool. Parmi ses antécédents, vous retrouvez la notion de 2 crises convulsives, un tabagisme estimé à un paquet de cigarettes depuis 13 ans, son père a une cirrhose hépatique et ses 2 sœurs ont de sérieux problèmes d'alcool. Les consommations d'alcool ont débuté vers 16 ans de manière festive. Il vous dit « je buvais et je fumais beaucoup de pétards, j'adorais ça, je n'ai jamais pris d'autres drogues ». Vers 18 ans, il s'est mis à boire régulièrement du whisky avec ses amis dans les clubs, puis rapidement seul à la maison. Les week-ends étaient marqués par des ivresses importantes où il pouvait être violent et tout oublier. Puis rapidement, ces ivresses avaient lieu en semaine. Tout ceci l'a conduit à perdre son emploi de chauffeur routier et son permis de conduire. Depuis 2 ans, il a perdu le contrôle de ses consommations. Le matin au réveil, il tremble, transpire, est irritable, est anxieux. Cela l'oblige à consommer. Votre patient est triste, sans idée suicidaire. L'examen somatique est normal, en dehors d'une discrète hépatomégalie. Il est d'accord pour un traitement. Question numéro 1. Quel diagnostic évoquez-vous? Vous argumenterez votre réponse. Question numéro 2. Que pensez-vous de la tristesse de votre patient? Question numéro 3. Que prescrivez-vous comme examen complémentaire en lien avec ce problème d'alcool? Question numéro 4. Quel est votre traitement? Question numéro 5. Quel projet organisez-vous à la sortie de son sevrage thérapeutique? Question numéro 6. Que proposez-vous à votre patient, sachant que le résultat de son test de Fagerström est de 7? Question numéro 7. Quelles autres mesures thérapeutiques associez-vous dans le cadre de son sevrage en tabac? Alors, la question numéro 1, quel diagnostic évoquez-vous? Vous argumenterez votre réponse. Il s'agit d'un syndrome d'alcoolodépendance. J'insiste sur alcoolodépendance, car en 2007, on doit parler un langage commun. En l'occurrence, on doit parler soit d'abus, soit de dépendance. Et les termes alcoolisme chronique ou la classification de Fouquet, type alcoolose, alcoolite, somalcoolose, n'est plus d'actualité, donc probablement coterait moins en termes de points. Alors, les commentaires ici, c'est quels sont les critères diagnostiques de la dépendance. Il faut bien évidemment sortir des mots-clés, on ne vous demande pas d'être des super spécialistes en addictologie, et il y a un premier mot-clé qui est la tolérance. La tolérance, c'est le besoin d'augmenter ses consommations pour obtenir l'effet initialement obtenu. Le syndrome de sevrage, qui est l'équivalent de la dépendance physique. Le craving, ou besoin irrépressible de consommer, et au concours, il faut marquer besoin irrépressible de consommer, c'est le synonyme moderne de la dépendance psychique. La perte de contrôle, la réduction importante des autres activités est un argument diagnostique de dépendance. Et enfin, les complications somatiques et psychiatriques. Les arguments ici de l'alcoolodépendance pour votre patient. On a déjà l'hérédité, les antécédents familiaux de troubles liés à l'alcool. On a les antécédents personnels de crises convulsives qui sont probablement des crises convulsives de sevrage. L'âge de début des consommations est une variable clinique hyper importante, que je n'ai pas cotée ici, mais qui est à souligner. Les consommations festives, avec la recherche de défonce. La recherche d'excès, en cumulant les produits. Et l'augmentation progressive des modalités de consommation, c'est-à-dire que votre patient a commencé à consommer de manière progressive, il a bu un petit peu avec les amis, en club, et tout doucement, il se met à consommer seul. Donc la perte de contrôle, qui, je le souligne, est un argument capital, qui signe la dépendance, le sevrage physique également, avec l'anxiété, l'irritabilité, la sueur, les tremblements. La participation affective thymique sans idée suicidaire, on verra la question 2,
ce qu'il en est, mais il faut le souligner, l'alcool étant dépressogène. L'hépatomégalie, qui témoigne de consommation chronique d'alcool. Le retentissement social ici, avec la perte de son emploi et de son permis de conduire. Alors que pensez-vous de la tristesse de ce patient finalement? L'alcool rend triste, et il y a certaines personnes qui ont déjà eu l'alcool très triste, et ce n'est pas pour autant qu'on leur a donné des antidépresseurs. Donc il est nécessaire de connaître chez le patient les antécédents psychiatriques personnels pour savoir où il se situe par rapport aux troubles de l'humeur. Et un point capital, qui est issu de la conférence de consensus de 99, 2001, 2002, il faut attendre le temps du sevrage avant de mettre un antidépresseur, sauf si le tableau est mélancolique. Je rappelle que la mélancolie est la forme la plus grave de dépression, et sauf s'il y a des idées suicidaires exprimées. Que prescrivez-vous comme bilan en lien avec ce problème d'alcool? Cette question a une méthodologie très serrée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir dans le catalogue, et il faut vraiment coller à l'observation et à la question posée ici, bilan complémentaire et alcool. Donc, il faut faire une numération formule sanguine avec un volume globulaire moyen. Il faut bien individualiser volume globulaire moyen. Il faut demander des gamma-GT. Les transaminases, donc azate et alate, et la CDT, qui est un marqueur important, car c'est un marqueur précoce d'alcoolisation, qui est la transférine désialylée. Je vais revenir dessus après. Et une échographie hépatique, puisqu'on a une hépatomégalie, chez un patient alcoolodépendant. Alors les commentaires. Donc les biomarqueurs de la dépendance à l'alcool, quels sont-ils? Il en existe. Ils permettent d'évaluer l'évolution de la maladie. Donc la transférine désialylée, elle se positive à partir de 6 verres d'alcool par jour. Les gamma-GT se positivent à partir de 10 verres par jour. Vous imaginez bien qu'on peut repérer entre ces deux des consommations pathologiques d'alcool. Un autre point important, maintenant, il faut parler, je vous ai dit, en langage commun, donc il faut parler en consommation déclarée d'alcool ou CDA. D'accord? Un verre standard, c'est 10 grammes d'alcool. D'accord? Une bouteille de vin rouge, rosé, blanc, ce que vous voulez, c'est 8 verres, donc 80 grammes d'alcool. Une canette de bière de 25 cc, c'est un verre standard, donc 10 grammes d'alcool. Une canette de 8,6, une grande canette de 8,6, je ne vous incite pas à boire des canettes de 8,6, hein, c'est le double, 20 grammes d'alcool. Une bouteille de pastis, et on a des patients qui viennent pour une dépendance au pastis, c'est 32 verres par jour, donc 320 grammes. Et enfin, du whisky ou de la vodka, 22 verres par jour. 22 verres, 220 grammes d'alcool. C'est important, donc j'insiste sur les CDT, les gamma-GT, comme biomarqueurs de la dépendance à l'alcool, avec le VGM et les transaminases. Et j'insiste sur la CDA. On peut très bien vous demander quelle est la CDA de votre patient. Quel est votre traitement? Alors le traitement, il faut connaître la conférence de consensus de 99, 2001, 2002. Donc ça commence par une hospitalisation qui est libre, parce que les problèmes d'addictologie, on les hospitalise toujours avec l'accord du patient. Faire une HDT pour un alcoolodépendant, ça sert strictement à rien. Les points de la conférence de consensus, c'est il faut hydrater le patient avec de l'eau, ou des bouillons, ou des boissons, 3 à 5 litres par jour. Il faut prescrire des sédatifs de la famille des benzodiazépines, et j'insiste, uniquement des benzodiazépines. La prescription de carbamate, la prescription de neuroleptiques, la prescription, je ne sais de quoi, d'antidépresseurs, d'hypnotiques, etc. en première intention, ce sera source de 0 à l'examen.
une vitaminothérapie qui comprend des vitamines B1, B6 et PP, des addictolytiques qui sont des réducteurs d'appétence. En début de sevrage, on prescrit de l'acamprosate, de la Otal. À 7 jours du sevrage, on peut prescrire du Revia. Et un mot-clé monstrueusement énorme en addictologie, c'est les entretiens motivationnels. C'est capital que ce mot figure dans votre question. Et enfin, des éléments de surveillance. Je vous rappelle qu'on ne parle plus de surveillance d'effets secondaires, de tolérance et de la science clinique et biologique. On précise, donc ici, surveillance de la réduction du syndrome de sevrage, surveillance de l'humeur, surveillance des idées suicidaires et surveillance du bilan hépatique et de la numération formule sanguine. Deux commentaires. Premier commentaire, c'est qu'on ne parle plus de cure de sevrage. Vous pouvez les rayer de vos bouquins, mais de sevrage thérapeutique en alcool. On peut remplacer l'alcool par drogue, on peut remplacer l'alcool par sexe, on peut remplacer l'alcool par jeu. On précise si c'est hospitalier ou ambulatoire. Je vous renvoie à la conférence de consensus sur le site de l'HAS, qui est www.has-santé.fr du CNCI. Tout ce qui a fait l'objet d'un consensus est tombable à l'examen. Quel projet de soins organisez-vous à la sortie de son sevrage thérapeutique? Un patient en addictologie, une fois qu'il a été hospitalisé, on ne le laisse pas sortir comme ça, on prévoit un projet. Et le premier projet qu'on peut proposer aux patients, c'est la post-cure, qui est une structure post-hospitalière avec des activités de psychothérapie, d'ergothérapie, type dessin, chant, danse, poterie, etc., musique. Ce sont des structures de durée d'hospitalisation de 1 à 3 mois, et ou un suivi en hôpital de jour d'addictologie, donc avec des activités centrées sur le problème et sur la vie environnementale. Et quoi qu'il arrive, on doit toujours prévoir un suivi en consultation d'addictologie. Un suivi ambulatoire, j'insiste. Soit vous décidez d'une post-cure, mais il faut le suivi ambulatoire. Soit vous décidez d'un hôpital de jour, mais il faut maintenir le suivi ambulatoire. Donc plusieurs référents dans le projet de soins du patient. Et enfin, les groupes d'anciens buveurs type alcoolique anonyme sont nécessaires pour consolider l'abstinence de votre patient. Votre patient fume également beaucoup de cigarettes. Donc que peut-on lui proposer, sachant que le test de Fagerström, qui est un mot à savoir, est à 7. Il fume un paquet par jour, 20 cigarettes par jour, il a un test à 7. Donc qu'est-ce qu'on propose? Il y a des références. On propose un traitement substitutif nicotinique, c'est un mot-clé, substitutif, nicotinique aussi, qui comprend des dispositifs transdermiques, qu'on appelle patch ou timbres, et des gommes. Donc les timbres servent au traitement de fond, et les gommes, quand il y a un besoin irrépressible de consommer. Quelles autres mesures on peut proposer dans le cadre de son sevrage en tabac? Des thérapies cognitives et comportementales. Donc on travaille sur comment changer ses habitudes, sur des pensées automatiques, comme par exemple fumer, arrêter de fumer, ça va me faire grossir. Ou si je fume plus, je vais être très énervé. Donc on essaye de modifier ces connaissances. Il faut bien évidemment rechercher des comorbidités psychiatriques et il faut les traiter. Et les principales comorbidités psychiatriques sont les comorbidités anxieuses et ou dépressives. Et il faut rechercher d'autres comorbidités addictives, par exemple la prise de cocaïne, la prise d'héroïne, la prise d'amphétamine,
Ça peut être aussi le jeu pathologique, les jeux de grattage, les jeux de loterie. Il faut conseiller des activités sportives et des conseils diététiques. Donc les activités sportives, c'est pas obligé d'être un sportif de haut niveau. Des activités sportives comme le jogging. Les conseils diététiques comme réduire tout ce qui est sucré, réduire tout ce qui est gras. Et on conseille un numéro également aux patients, c'est Tabac Info Service, pour les aider.